Bonsoir, les TG3. Alors, on va reprendre les petites habitudes de 2020, hein, avant les vacances de Noël, puisque vous m'avez un petit peu planté là, hein. Je pensais, moi, je vous ai quitté jeudi dernier, pensant vous voir comme d'habitude la semaine prochaine, et puis voilà, hop, vous prenez déjà vos vacances. Ouais, je sais bien que c'est pas de votre faute, vous n'y pouvez rien. Et donc, je vais cette semaine vous envoyer quelques petites séquences. Je vais les faire assez courtes, hein, pour avancer tranquillou dans le chapitre, sachant que vous allez voir, bon, c'est assez répétitif, hein, on dit un peu la même chose et des choses que vous savez déjà. Donc là, on va finir un peu notre balayage des symboles de la puissance de la triade, hein, et on en était là, je crois, à peu près la dernière fois qu'on s'est vu, à savoir donc la triade, bien sûr, disposait de nombreux atouts politiques et culturels. Donc ça, je pense qu'on l'avait vu, donc je rebalaye vite fait, mais c'est pour se relancer un petit peu, hein, et que donc généralement c'est dans les grandes villes, même si on reviendra un peu sur ces métropoles dans une prochaine séquence. Ces métropoles mondiales, hein, se trouvent bien évidemment essentiellement dans la triade. Donc ce sont ces villes-là qui accueillent les sièges des principales organisations internationales. Il est évident que New York en trust un bon nombre, hein, et je crois qu'on avait balayé les exemples, comme donc l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, hein, donc c'est un organisme qui voilà, encadre, accompagne des pays en voie de développement qui cherchent à se développer. L'Organisation mondiale du commerce, donc c'est elle qui définit les règles du libéralisme, les règles des échanges entre les pays et vérifie que ces règles soient respectées, comme par exemple vérifier que certains pays ne fassent pas du protectionnisme, hein, dans l'objectif de protéger ses produits nationaux au détriment des produits étrangers, ou bien que certains États n'aident pas artificiellement la santé économique de certaines entreprises, hein, comme par exemple les États-Unis qui accusent l'Europe d'aider financièrement Airbus pour lui permettre de faire des prix plus bas de ses avions et donc de shipper des contrats à Boeing, sachant que l'Europe dit exactement la même chose aux États-Unis, qui a priori soutiendrait aussi un peu Boeing pour pouvoir être un peu plus attractif auprès des potentiels clients qui hésitent entre Airbus et Boeing. Donc l'OMC voilà, contrôle un petit peu toutes ces règles de bonne conduite au niveau économique et peut prendre des sanctions, hein, si jamais ces règles ne sont pas respectées. Fonds monétaire international, là c'est pareil, ça contrôle, ça vérifie la santé économique des pays, hein. Vérifier que les pays ne font pas n'importe quoi, qu'ils ne s'endettent pas démesurément. On peut imaginer que le Fonds monétaire international va avoir beaucoup de boulot dans les années à venir, puisque je pense que le niveau de dette de la plupart des pays de la planète va exploser avec les dépenses réalisées liées à l'épidémie. La Banque mondiale qui donc finance éventuellement des projets de développement ou accorde des prêts à des pays qui sont momentanément un petit peu en difficulté quand il y a une crise économique, comme ça s'est passé par exemple pour la Grèce il y a une dizaine d'années. Le Fonds monétaire international fixe les règles de bonne tenue des comptes à la Grèce, hein. Elle a un peu chapeauté la Grèce et les règles que le FMI imposait, si la Grèce les respectait, elle pouvait obtenir des prêts de la Banque mondiale. Autres aspects sur lesquels là je ne vais pas m'apesantir parce que ça vous maîtrisez, j'imagine, plus que moi. Donc les pays de la triade diffusent dans le monde entier leurs productions artistiques, que ce soit en termes de musique, de films, ce qui génère aussi toutes sortes de produits dérivés, hein, qui sont diffusés par les grandes compagnies. Je pense par exemple à tous les produits dérivés de Star Wars, par exemple, ou à une époque Harry Potter, hein, qui servent aussi du coup à véhiculer un petit peu le modèle, hein, du pays concerné à travers le monde. Cette mondialisation, hein, dont on a déjà
parler avec ces distances qui ont de moins en moins d'influence hein, sur les ventes et les achats de produits, puisque ben, maintenant on circule très facilement, les informations circulent quasiment instantanément, les produits circulent peut-être plus lentement par bateau, mais ça ne coûte pas grand-chose. Donc la mondialisation qui permet voilà, d'échanger des produits maintenant partout dans le monde bah, favorise du coup ces pays de la triade hein, qui en profitent pour diffuser leurs produits et indirectement leurs valeurs, donc produits alimentaires, vestimentaires, haute technologie. Donc je crois que j'ai mis des exemples après. Voilà, hein, et certains diront, alors c'est un constat là, hein, c'est pas forcément une critique, mais certains le prennent comme une critique, hein, enfin l'utilisent comme une critique, en disant que se développe une espèce de culture mondiale qui finalement fait disparaître un petit peu les particularismes nationaux. Hein, voilà, on écoute du rock, du rap, du R&B, tout ce que vous voulez, partout dans le monde. On met des jeans ou des casquettes Nike partout dans le monde. Les films américains sont vus partout dans le monde. Et on mange quasiment, tout au moins tout ce, en ce qui concerne la restauration rapide, à peu près la même chose partout dans le monde. En tout cas, on peut le faire. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'aller en Chine pour bouffer un McDo, mais on peut, en allant en Chine, on peut trouver des McDo. Donc, ce qui montre qu'il y a un standard hein, alimentaire qui se développe à travers les cultures et qui finalement bah, voilà, génère une espèce de culture internationale où bah, finalement on peut aller dans n'importe quelle ville de la planète, tout au moins grande ville de la planète, hein, et puis on va trouver les mêmes chaînes d'hôtels, les mêmes chaînes de restaurants, les mêmes chaînes de vêtements, et donc finalement il n'y a pas avec les mêmes CBD, et donc il y a une espèce d'uniformisation en quelque sorte des villes. Hein, on peut être à Berlin et avoir l'impression, dans certains quartiers, d'être à Londres, ou être à New York et pas forcément être traumatisé parce qu'on habite Los Angeles et c'est à peu près le même type de ville. On peut être à Los Angeles ou à San Francisco où il y a le plus grand quartier chinois hors de Chine qui est Chinatown, et puis aller voilà, à Shanghai, et du coup, bah, si on habite San Francisco, on n'est pas du tout choqué par ce qu'on voit à Shanghai. Voilà, il y a une espèce d'uniformisation qui est quand même dénoncée par ceux qui critiquent justement ces aspects de la mondialisation en disant que bah, voilà, on perd un petit peu toutes ces spécificités locales qui font le charme hein, de certaines zones, certains pays, et c'est un petit peu dommage. Donc, ouais, j'ai mal ordonné mon truc. Là, j'ai voulu rajouter deux, trois photos, mais je les ai mal organisées. Donc, en fait, voilà, hein, c'était pour vous illustrer qu'on peut donc du coup être en Chine et manger McDo, en retrouvant bien sûr les mêmes logos, hein, la même symbolique, même si on le voit à droite, hein, on conserve quelques particularismes locaux hein, pour que l'autochtone puisse quand même s'y retrouver. Alors je vous avouerai que de la photo, je ne sais pas quel quartier ça représente. J'ai naïvement pensé que c'était en Chine, mais peut-être pas. C'est peut-être un quartier chinois quelque part, parce qu'on a bien quand même un magasin à côté où c'est écrit en chinois. Mais on a une population qui a l'air d'être assez cosmopolite ici. Euh, Peine à croire que ça soit dégueulasse comme ça dans les villes, enfin si dans les villes chinoises c'est dégueulasse. Donc bah peut-être, je sais pas. Mais enfin, ouais, d'une certaine manière ça illustre un peu peut-être ce que j'ai dit, c'est que bah voilà, on a les mêmes choses partout, donc on sait plus où on est. Il y a quand même des particularismes locaux qui restent hein, pour essayer quand même d'attirer le chaland. Hein. La culture culinaire en Chine n'est pas tout à fait la même que celle des Occidentaux. Donc là, voilà, si un jour vous allez en Chine, alors nous on va aller hein, pour les globetrotters qui vont me suivre la semaine prochaine. Sans dévoiler tout le voyage, on va aller faire un petit tour en Asie quand même, et puis vous pourrez découvrir quelques expériences
culinaires étonnantes, mais là, je vous en propose déjà quelques-unes. Donc ça, c'est des hamburgers qui sont vendus dans les McDo en Chine. Alors voilà, donc ça, c'est noir. Ça, je ne sais pas si ça vit, hein, comme c'est une photo. Peut-être que ça grouille en fait. Je ne sais pas si c'est des insectes ou je ne sais pas si c'est des pâtes séchées. Là, bah, voilà, c'est un petit peu plus kawaii, hein, comme on dirait en Chine. Kawaii, c'est mignon, hein, voilà. Donc, on fait des petits sandwichs roses, hein, je ne sais pas à quoi c'est fait. Il a l'air d'avoir des pétales de rose ici, donc peut-être que c'est fait. Il y a peut-être un petit goût rose à l'intérieur. Et puis alors ici, ça c'est le top du top. C'est la dernière création. Euh, du pain, de la sauce fromage apparemment. Ça, c'est de la viande en conserve qui est particulièrement appréciée par les Chinois. Donc c'est de la viande en conserve, hein, c'est coupé, c'est prédécoupé dans des boîtes de conserve. Ça fait un peu comme, vous voyez, la taille d'une boîte de sardines, hein. Puis vous avez des tranches comme ça de viande avec, je vous le donne en mille ici, des morceaux d'Oreo, parce que les Chinois en sont très friands. Donc voilà, sauce roquefort, pain, viande en conserve et Oreo. Bon appétit. Sachant qu'il est à peu près l'heure de manger là, donc je vous laisse savourer. Je reviens ici, donc on va juste faire ça. Ben non, on va pas faire ça d'ailleurs. Oh, si, on va le faire quand même parce que sinon ça va vraiment être court. Donc je vais essayer de le faire assez rapidement. Toujours dans nos pôles de la puissance, hein, on a ce qu'on appelle l'archipel mégapolitain mondial. Alors on peut trouver aussi l'archipel métropolitain mondial, hein, mais comme de la même manière où on disait firme multinationale beaucoup, et que c'est pas faux de continuer à le dire, mais maintenant on préfère utiliser le terme firme transnationale, donc FTN au lieu de FMN. Voilà, c'est pareil. On utilisait beaucoup archipel métropolitain mondial. On utilise plus maintenant archipel mégapolitain mondial, donc c'est le même nom, ça signifie la même chose. Parce qu'en plus, là, ce qui vous arrange, c'est que pour les lettres, ça ne change pas, c'est toujours AMM. Mais soyez pas surpris si vous voyez des fois métropolitain ou mégapolitain, c'est la même chose. Donc hop, si vous voulez manger, croquer un petit coup dedans avant de continuer. L'archipel mégapolitain mondial est formé de plusieurs grandes métropoles, hein. Donc on va voir que bah, tout ça, ce sont enfin les métropoles mondiales, hein, qui sont donc des centres de commandement, hein, les plus grandes villes, celles qui ont le plus d'importance dans le monde, et qui sont reliées entre elles, on va le voir après. Mais ces grandes villes, elles sont toutes symbolisées, hein, par un quartier des affaires qu'on appelle, je ne l'ai pas précisé parce que je ne voulais pas non plus insister lourdement, mais vous pouvez le mettre à côté, hein, mais je l'entends à travers l'écran presque de la part de certains. Quartier des affaires, donc CBD, Central Business District. Donc cet archipel mégapolitain mondial s'organise, je vous ai dit, en réseau, hein, avec donc ces principales métropoles qui entretiennent des liens entre elles, ces liens peuvent être économiques, peuvent être humains. Donc économiques, bien sûr, bah, c'est des transferts d'argent, hein, de banque à banque, hein, vous êtes vous êtes français, vous êtes en stage pendant un an à New York, vous transférez un compte, ben, ça génère un transfert de flux, ou vous créez un compte à New York et vous déplacez votre argent sur ce compte-là, ben, ça fait des transferts d'argent. Vous achetez des actions américaines, d'entreprises américaines, ben, ça fait des transferts d'argent. Donc voilà, et ça n'arrête pas, c'est instantané, 24 heures sur 24. Des flux humains, hein, que ce soit pour le travail, pour les loisirs. Alors pour ça, c'est peut-être un peu moins en ce moment, hein, avec le contexte. Mais voilà, en théorie, des flux entre les grandes villes mondiales, ils sont également constants, hein. Flux d'informations, hein, on en a déjà parlé, notamment bah, voilà, la bourse, hein, ça transfère des informations, telle action baisse, telle action monte, il y a tel événement qui s'est passé qui pourrait avoir des conséquences, hop, donc les informations sont transmises de manière instantanée. Et tout ça, ben, c'est possible parce que ce sont ces villes-là qui possèdent le plus d'infrastructures, hein, sur lesquelles on va revenir après. Alors, c'est quoi concrètement une métropole mondiale, hein?
C'est pas forcément ce que j'ai marqué là, c'est pas uniquement, ça serait réducteur de dire c'est une grande ville. On ne peut pas qualifier une métropole mondiale simplement parce que c'est une ville où il y a beaucoup d'habitants. On a plein de villes en Asie, en Afrique, qui ont plusieurs millions d'habitants, mais qui sont en fait de simples accumulations de population, dont la plupart d'ailleurs vivent dans des bidonvilles. Donc on peut avoir des villes très peuplées, mais qui n'ont pas un rôle majeur hein, dans l'organisation mondiale. Euh, Ce qui compte, il faut bien sûr avoir de la population, parce qu'une petite ville ne peut pas avoir un rôle mondial à jouer. Pécancourt n'a pas encore de dimension mondiale. Mais ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de population qu'on va forcément jouer un rôle sur l'échiquier mondial. Je dis, les villes d'Afrique, beaucoup de villes d'Asie aussi, font 4, 5, 8, 10 millions d'habitants. Mais voilà, ne sont pas des zones, enfin, des villes piliers de l'organisation mondiale. Ce qui fait qu'une métropole mondiale, c'est une ville qui est quand même suffisamment peuplée, c'est pas forcément les plus peuplées, mais elles sont quand même fortement peuplées, mais surtout, elles ont, on l'a vu tout à l'heure, les caractères, ce que j'ai marqué juste avant ici, des infrastructures, hein, donc en communication, en économie, en bureau, en entreprise, en moyens de communication, qui lui permettent voilà, d'avoir une influence sur le reste du monde. Donc on en dégage quatre en fait, hein, New York, Tokyo, Londres et Paris. Donc vous avez à peu près presque dans le classement. Bon, on pourrait peut-être mettre Londres, je pense qu'on peut mettre Londres avant Tokyo, mais bon, voilà, peu importe, sachant que ce qui est sûr, c'est que New York est en 1, Paris est en 4. On les appelle donc ville-monde ou ville globale, hein, vous pouvez trouver ces appellations-là, ou ville mondiale aussi, hein. Enfin, voilà, tous ces qualificatifs qui signifient que leur rayonnement est planétaire, qu'ils possèdent des fonctions de haut niveau et qui sont spécialisés dans un, voire des fois plusieurs domaines, puisqu'on peut considérer que New York est une ville véritablement complète. Alors vous avez ici hein, le panorama de toutes ces grandes métropoles mondiales qui jouent un rôle plus ou moins important. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'on en a beaucoup ici, on en a beaucoup ici, on en a beaucoup ici. Donc on retrouve bien ici nos trois pôles de la triade, hein. Pour le reste, c'est beaucoup plus éclaté, avec quand même des villes un petit peu de seconde division, hein, et qui sont voilà, beaucoup moins nombreuses alors on en a un peu là, dans les pays émergents, hein, les BRICS, hein, Brésil, Afrique du Sud, Chine, Inde, même l'Afrique du Sud ici, mais voilà, ça reste quand même beaucoup moins nombreux, elles sont moins nombreuses et elles sont moins importantes, hein. Là où on a les plus fortes densités de villes importantes, c'est bien sur les trois pôles de la triade. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ces villes, eh ben, elles créent véritablement un réseau, c'est pour ça on appelle un archipel. Hein, vous voyez, ça fait un peu comme des petites îles, hein, ce serait à imaginer un océan total et que là, voilà, on aurait des petites îles, d'où l'expression hein, archipel. Archipel, c'est un ensemble de petites îles, donc un archipel. Hein, on les voit ici, il y a un archipel là, il y a un archipel là, il y a un archipel là, un archipel donc de deux villes qui sont donc reliées entre elles, alors complètement pas physiquement, hein, mais par tous ces réseaux qui font qu'elles sont en contact de manière instantanée 24 heures sur 24. Voilà, donc tout ça c'est possible grâce à des infrastructures. Alors on parle, hein, quand on voit toutes ces infrastructures qui s'additionnent, que ce soit les aéroports, les trains, les métros, le réseau Internet, le réseau de câbles, les réseaux autoroutiers. On parle de plateformes multimodales ou encore ce qu'on appelle ici oui, des hubs. Ça, c'est un terme qui est important. J'aurais dû le mettre en fluo, mais je pense que on en a déjà parlé. Donc, les hubs sont des lieux où on peut, c'est des points importants dans le monde où on peut, quand on y est, on peut aller à peu près où on veut sur la planète. Si vous prenez par exemple Roissy, Roissy, quand vous arrivez, vous atterrissez à Roissy, vous pouvez reprendre un autre avion
pour aller en Europe. Imaginons que vous venez d'un autre continent. Ben, vous pouvez reprendre un avion qui va ailleurs sur la planète. Vous pouvez aller en Asie, en Amérique, en Afrique. Donc vous pouvez aller à peu près partout dans les grandes villes du monde. Si vous voulez aller en Europe, ben, vous pouvez prendre d'autres avions qui vont en Europe. Vous pouvez prendre le TGV qui est juste en dessous, qui vous emmène sur quelques villes d'Europe et sur les principales villes françaises. Vous pouvez prendre le RER et le métro si vous voulez aller dans la région parisienne. Enfin voilà, vous êtes à Roissy, vous êtes dans un endroit qui voilà, peut vous emmener à peu près partout où vous voulez. Donc c'est ça un hub. Et ça, il n'y en a pas tous les 50 km. En France, il n'y a guère que celui-là. Et puis donc, je vous parlais bien sûr, c'est devenu maintenant incontournable, hein, les connexions Internet, ben, vous voyez, ce sont ces villes-là qui les concentrent essentiellement. 80% des connexions Internet se font à l'origine ou à destination de ces principales villes mondiales, parce que c'est eux qui ont les meilleures connexions, c'est eux qui ont les meilleurs supports, hein, les premières villes. Alors là, je crois qu'on a installé d'ailleurs en France la première antenne 5G. Bon, bah, c'est pas dans le fin fond de la Picardie qu'on l'a mise, hein, c'est à Paris. Donc, on est déjà dans la 5G à Paris, alors que dans certains territoires de France, et même pas très très loin de chez nous, hein, dans les Hauts-de-France, je ne veux pas faire une fixette sur la Picardie, mais moi, quand des fois je prends le train pour aller à Amiens pour le boulot autre qu'Anchin, bah déjà je prends un TER parce qu'il n'y a pas de TGV pour aller à Amiens, c'est que des TER, et je sais que bah, passer à Arras, quand je viens de Lille et que je vais à Amiens, bah, passer à Arras, deux ou trois gares après Arras, je peux couper mon téléphone, c'est terminé, j'ai plus de connexion jusqu'à deux trois gares avant d'arriver à Amiens, quoi. Donc voilà, donc on a des territoires qui sont déjà dans le futur, là, avec la 5G qui s'installe, et on a des territoires qui sont même pas encore quasiment au niveau de la 3G, quoi. Donc voilà, ça montre aussi ces inégalités d'équipement, hein, qui marquent forcément une différence. Voilà, donc une carte qui vous le montre, par exemple. Alors, c'est pas sur vos polices, ça je les ai rajoutés après. Puis de toute façon, j'ai pas voulu mettre celle-là parce que c'est du has-been, ça j'ai encore eu le seum, hein. Du coup, parce que ça, vous voyez, c'est une carte qui montre les connexions Facebook. Donc vous allez me dire que voilà, il aurait fallu que je trouve la même avec les connexions TikTok, mais voilà, j'ai pas trouvé, ce qui montre bien que TikTok c'est pas encore au top. Mais Facebook on trouve, et donc qu'est-ce qu'on voit apparaître, hein, bah, vous voyez, alors c'est dommage, c'est un peu coupé ici, mais bon, on voit le Japon ici qui est très illuminé aussi, avec la côte asiatique. On voit l'Amérique du Nord, hein, encore une fois, on voit un peu la côte brésilienne et argentine au niveau des BRICS, là. Et puis vous avez bien sûr l'Europe, hein, un peu ici le Moyen-Orient, enfin là c'est l'Inde qu'on voit apparaître, là vous avez la Turquie, donc le Moyen-Orient c'est plutôt un trou, non? Et donc là voilà, et on arrive en Asie où là c'est un peu plus éclairé. Donc encore une fois, on trouve les trois pôles de la triade, quelques trucs sur quelques connexions Facebook aussi sur les BRICS, puis on voit qu'il y a des trous, hein. Alors bien sûr, ça, dans la forêt amazonienne, il ne doit pas y avoir beaucoup d'antennes 5G ni même 3G. Et puis dans le désert africain non plus, mais l'Afrique subsaharienne, c'est vide. Si on voyait ici bah, l'Asie centrale et le nord de l'Asie, c'est dans la nuit aussi. Donc on voit bien que c'est très discriminant aussi, hein, la communication Internet par lequel se diffusent, enfin, sont diffusées les informations. On voit bien qu'il y a des pays qui ont les informations, même si sur Facebook je reconnais une bonne partie des informations qui sont des conneries, mais c'est quand même, voilà, ça illustre quand même Facebook, peu importe que ce soit Facebook ou autre chose, ça marche sur des supports Internet, des antennes, etc., des câbles, et on voit qu'il y a des pays qui ont les informations et d'autres qui les ont pas. Pour le pop-up, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ben, les grandes métropoles sont des centres de commandement mondiaux qui concentrent tous les pouvoirs dans tous les domaines, hein. Bon, de toute façon, je vous dis, je suis un peu redondant, hein, mais bon, on est obligé de balayer, hein. Alors, mais vous n'êtes pas obligé de voilà, tout apprendre, hein. Il suffit de comprendre les mécanismes et d'avoir quelques exemples que vous pouvez réutiliser.
Voilà, hein, je pense que vous avez compris les enjeux. Il y a des centres qui ont tout, il y a des centres qui ont beaucoup, il y a des centres qui ont un peu, puis il y a des centres qui n'ont rien, qui en l'occurrence du coup sont pas des centres puisqu'ils n'ont rien. C'est un peu des no man's land de la mondialisation. Mais là c'est pareil, hein, dans l'archipel mégapolitain mondial, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour les pays de la triade, le commerce, les finances, le savoir, la politique et la culture, c'est là que ça se trouve, puisque ces villes-mondes, on les trouve dans les pays de la triade. Donc ce que je vous ai dit pour la triade tout à l'heure, avec les firmes multinationales, les grandes organisations internationales, la bouffe, les magasins, etc., ben, c'est exactement la même chose, puisqu'on les retrouve dans ces villes qui sont dans la triade. C'est la même chose, bien évidemment, pour les firmes transnationales, hein. Les firmes transnationales ne s'implantent pas à Somain, elles s'implantent à Paris, en France, éventuellement à Lille si c'est quelque chose, une entreprise qui a une dimension un peu moins importante. Tout le monde cherche à voir, à s'implanter sur le continent américain en s'implantant à New York. Et quand c'est en Asie, tout le monde cherche à s'implanter à Tokyo, hein. C'est pour ça que Tokyo, parce que c'est là où on a dans le domaine industriel, c'est là où ça se passe, hein, c'est l'usine du monde là-bas. On a beaucoup d'entreprises qui s'installent là-bas. C'est pour ça que Tokyo, c'est la ville qui abrite le plus de bureaux, hein, des grandes firmes multinationales. C'est là où on trouve, mais on l'a déjà vu aussi, hein, avec le taureau, etc. Je vous avais montré les plus grandes banques, les plus grandes places boursières. Donc encore une fois, je répète, hein, des choses qu'on a déjà dit. C'est là aussi on va trouver les universités les plus prestigieuses. Donc faites votre choix, hein. Voilà ici quelques universités américaines. Donc ça, bah, c'est l'université de Stanford. Donc ça, c'est en Californie. Euh, Ça, ici, j'ai perdu, c'est pareil, ça, San Francisco aussi, c'est Berkeley, voilà. Alors ça, c'est voilà, c'est le petit stade qu'il y a dans l'université de Berkeley, hein. Donc c'est, vous voyez, c'est un peu plus évolué que le terrain de sport d'Anchin, hein. Donc voilà, ça c'est le terrain le terrain de foot, hein, de foot américain, sachant que bah, chaque sport a ses infrastructures sportives, hein, à peu près de la même envergure. Donc quand vous faites du foot à Berkeley, bah, vous le faites là-dedans. Et quand vous faites un petit match, bah, voilà, vous ne le faites pas vraiment en confidentiel, hein, toute l'université est là pour vous soutenir. Bon ça, c'est évident que c'était une photo avant Covid, hein, parce que maintenant ça se passe plus comme ça. Ici, paf, voilà, ici on a le MIT, hein, l'université du Massachusetts, qui est très très performante. Alors là, ici, on est plutôt peut-être un peu plus dans le domaine un peu littéraire, sciences humaines. Ici, on est plutôt dans le domaine scientifique. Là, le Massachusetts, c'est plutôt économique, c'est-à-dire que c'est eux qui font un peu la pluie et le beau temps, qui analysent beaucoup la bourse, les enjeux boursiers dans le monde, et c'est eux qui donnent souvent les tendances. Et quand ils font des publications, c'est très écouté et c'est très influent pour l'économie mondiale. Et puis ici, bah, vous avez Harvard, ouais, c'est vrai. Donc une école ancestrale, hein, qui a formé toutes les élites dominantes, dirigeantes des États-Unis. Voilà. Donc si vous voulez avoir un peu assurer votre avenir, mais surtout si vous avez un peu de sous de côté, parce que tout ça c'est monstrueux, les tarifs, hein. Je crois qu'on avait demandé, on avait été visiter ça une fois, et je crois que c'était, non, c'était à Berkeley, je crois que c'était une année universitaire, ça naviguait entre, je sais plus, 40 000 et 75 000 dollars, je crois, l'année, mais vraiment pour les tarifs de base, quoi, hein. Donc voilà, vous pouvez commencer à économiser. Il est temps, hein, parce que c'est dans 6 mois, hein, l'université. Voilà, voilà. Donc, bah, dans le domaine politique, c'est pareil. Toutes ces villes cherchent à avoir des sièges qui comptent dans le monde, hein. Donc, l'ONU, bah, c'est à New York. À Paris, bah, c'est une annexe de l'ONU, c'est l'UNESCO, hein, qui s'occupe notamment du patrimoine mondial, hein, des monuments à protéger. Mais il y a aussi l'UNICEF, hein, qui s'occupe aussi de la protection des enfants dans le monde. Et puis, bien sûr, c'est dans ces villes-là, hein, que naissent les modes.
que ça soit la mode vestimentaire, les modes artistiques. New York, c'est vraiment quelque chose de très bouillonnant au niveau de la musique, par exemple. Paris, c'est quand même très réputé pour la mode, hein, et le luxe, hein, les produits de mode et les produits de luxe. Donc les grands défilés de mode se font souvent à Paris. Tokyo, bah, c'est un peu la capitale pour les jeunes, hein, puisque c'est là vraiment où, je ne sais pas si c'est votre cas, mais bon, apparemment beaucoup de jeunes lisent de plus en plus de mangas, et puis bah, comme les jeux vidéo, une grande partie sont faits par les Asiatiques. Voilà, aller à Tokyo, c'est un peu aller dans le temple des jeux vidéo. Et puis bah, les quartiers des affaires, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, les CBD, hein, qui se traduisent notamment bah, voilà, par ce qui symbolise la puissance des villes, hein, les skylines. Hein, c'est à une skyline qu'on voit la puissance d'une ville. On voit la puissance de New York ou de Londres, voyée par des skylines assez monumentales. On voit la puissance de Rieulé par son terril, hein, mais voilà, c'est pas, on va dire, le même. C'est plus basique, c'est triangulaire et il y a moins de choses autour, quoi. Ce qui fait que c'est moins connu dans le monde que New York. Mais voilà, alors après, on aime ou on n'aime pas, hein, on peut très bien trouver ça complètement tentaculaire et même un peu effrayant. Force est de constater, et bon, nous, on l'a, pareil, je parle mieux le couteau dans la plaie, puisqu'on devrait y être, et là, on n'y est pas. Mais je me souviens, la première fois avec les élèves, quand on est allé, on a fait le voyage d'Anchin, on est allé à New York. À un moment donné, le bus prend un virage et on se retrouve à peu près dans ce point de vue-là, quoi. Et on longe, le bus longe comme ça de l'autre côté de la rive, la skyline de New York, et bon, ça laisse pas indifférent, quoi. C'est forcément, c'est un sacré symbole de puissance, rien que le fait que, bah, voilà, ça laisse pas indifférent, ça émerveille un peu. Voilà, bah, c'est sur ces belles photos que je vais vous laisser. Je reprendrai l'antenne dans le courant de la semaine pour vous donner la suite. Je ne doute pas que vous êtes très impatient de savoir la suite. Euh, Bah écoutez, on va essayer de vivre sans vous, hein, cette semaine, puisqu'on gère donc les secondes et les premières. Essayez de vous accrocher quand même un peu. Je sais bien que la période est bien sentie, hein, dans toutes les classes, hein. La vôtre aussi, mais les autres aussi. Donc, euh, on a bien compris qu'on a bien senti qu'il y avait un coup de moins bien, un petit coup de barre, un petit coup de fatigue probablement. Bah, essayez de ne pas décrocher totalement cette semaine en vous disant super, j'ai 3 semaines de vacances, parce qu'il y a quand même des choses qui vont avancer, hein, dans tous les cours, j'imagine. Donc, essayez de garder quand même un rythme, que vous l'allégiez un peu, je peux l'entendre, hein, forcément, c'est un peu plus tentant quand on est chez soi. Mais voilà, essayez quand même de faire l'essentiel. Pour pas, parce que si vous coupez complètement pendant 3 semaines, ça va être un peu violent quand vous allez rentrer. Voilà, alors écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah, je vous dis à très vite.